Très heureux de votre fidélité, mesdames et messieurs. Nouvelle aventure, nouvelle semaine, nouvelle aventure de Eco 5. Eh bien, Arim Lassisi parlera d'une expression avoir la tête dans le guidon. Et quand on parle d'Arim Lassisi en tant que chroniqueur littéraire, on fait aussi allusion à Amaou Atikan, lui qui veut nous parler de la littérature fantastique en compagnie du docteur Salim Da Silva. L'heure de l'éducation, nous allons voir comment les enseignants du secondaire font leur dépistage systématique. Eh bien, en fin d'émission, on va retrouver Kadi pour la question de faits divers. C'est parti pour 1h30 d'émission. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, c'est bien sûr Eco 5 avec Dr Salim Da Silva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la littérature fantastique. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On revient à vous dans un instant. Amaou Atikan, bonjour. Oui, bonjour, Abid. Vous avez choisi de nous parler de la littérature fantastique avec comme ouvrage Western Tukutu Florent Kwaozouti. Oui. Très bien. En compagnie du docteur En compagnie, bien sûr, du docteur Da Silva. Monsieur, bonjour. Bonjour, Abid. Voilà, je ne devais pas vous saluer, hein, parce que... mais bon, ça, c'est dans les coulisses, on va le dire. Alors, comment vous allez, cher Lassisi? Ça va très bien. Avoir la tête dans le guidon, ça, c'est une expression, hein? Oui. On y va. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Et ce matin, nous allons parler de l'expression « avoir la tête dans le guidon ». Alors, quand on dit avoir la tête dans le guidon, ça veut dire tout simplement qu'on est concentré. Être concentré, être préoccupé, très occupé, être débordé par des occupations. On est incapable aussi de penser à autre chose qu'à cela. La tâche, avoir toute sa tête, toutes ses idées dans ce dont on parle. Dans peut-être l'accomplissement d'une tâche ou d'une mission, d'une activité. Alors, et cela fait, ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque vous êtes à moto, parce qu'on parle de guidon, c'est un peu comme le volant d'un véhicule. Lorsque vous êtes à moto, il est prudent d'être attentionné.
vous êtes peut-être sur un chemin, par exemple, vous devez être prudent et attentionné, ne pas peut-être regarder dans tous les sens, tourner la tête, être attentionné, d'accord, et suivre correctement le trafic. Oui. Je pense que c'est de là que l'expression a été tirée. Avoir la tête dans le guidon. On pouvait également dire avoir la tête dans le volant. Maintenant, l'autre expression qui est synonyme et qui n'est pas exploitée comme la première, c'est avoir le nez dans le guidon. Avoir le nez dans le guidon. Et qui est la même chose, Bien mais sûr. qui n'est plus usité comme voilà. la première. Donc, avoir la tête dans le guidon, c'est être concentré sur une tâche. On peut dire, avoir la tête dans le guidon, monsieur Habib, le journaliste, vous avez la tête dans le guidon ce matin, Bien ce sûr. lundi matin, Bien sûr. pour la réussite de cette émission Eco5. Et c'est pour le plaisir donc des amis téléspectateurs. Et donc, quand on parle de la littérature, on évoque également la littérature fantastique, et c'est avec Amawatikan. Oui. Bonjour, monsieur Salim Da Silva. Bonjour Amawatikan. Alors, nous vous remercions d'être avec nous après ce dimanche qui fêtait la fin du Ramadan. Vous êtes musulman. Oui. Vous ne le revendiquez pas, mais on sait que vous êtes musulman. Oui. Ok. C'est musulman libéral. Ah. Alors, vous êtes enseignant à cheval sur les cours secondaires universitaires, avec une thèse de doctorat sur la littérature fantastique, sur Florent Kwazotti, Jean et José Plia, Olympe Belliconome et autres. Brillamment soutenu, vous enseignez à l'université d'Abomey-Calavi et à celle de Parakou. Si je ne m'abuse, vous avez connu un parcours journalistique. Oui. Vous êtes donc un spécialiste de Florent Kwazotti, dont vous nous proposez ce lundi 25 mai 2020 le dernier roman Western Chukutu pour en montrer l'aspect fantastique. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, c'est ça. Alors, je m'en vais tenter une petite définition du mot fantastique. L'intervention de phénomènes échappant à une explication rationnelle dans une réalité. Est-ce que vous partagez cette tentative de définition? Je précise bien tentative. Bon, pour un non-spécialiste, on peut lui accorder de définir le fantastique de cette manière-là. Okay. Ça permet déjà de voir les phénomènes qui tournent autour du fantastique. Oui. Bon, maintenant, il y a des définitions de théoriciens, d'auteurs classiques, qui font la référence dans le domaine. Todorov, Louis Vasse, qui encore Franz Hélène, etc., qui ont travaillé depuis des années sur le fantastique. Okay. Mais bon, ça peut aller pour conduire notre émission. Ok, merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure de phénomènes autour qui interviennent dans la réalité. Alors, je voudrais savoir, dans le roman Western Chukutu de Florent Kwazotti, quels sont ces éléments-là qui déjà captent l'attention du lecteur comme entrant dans le fait fantastique? Bien, on pourrait prendre déjà le personnage principal. Oui. Nafissatou Diallo ou Calamity Jane, si on veut, et se rendre compte que voilà une jeune fille qui est tombée amoureuse de l'inspecteur de police de sa ville, Boni Touré, et qui, en raison de cet amour, a dû abandonner son ancien copain, le sieur Dassagouté, pour se retrouver avec l'inspecteur, finit par tomber enceinte de l'inspecteur, qui, n'en voulant pas, lui donne un repas empoisonné qui finit par la faire avorter. Malheureusement, cela ne s'arrête pas à l'avortement. Elle perd la vie, elle est enterrée, et 3 ans plus tard, voilà une fille qui débarque
sous les mêmes apparences et dont le seul objectif est de se venger. Donc dès l'entrée, c'est-à-dire à partir du deuxième chapitre, quand elle rentre dans le saloon du Desperado et qu'elle trouve la femme de celle-ci, ce qu'elle lui dit, c'est que je suis venu tuer 3 hommes. Donc, dès qu'elle rentre dans la ville, elle plante en même temps le décor. Elle est revenue se venger et c'est tuer les 3 hommes qui ont œuvré à lui donner la mort. Du coup, on se retrouve avec un thème classique, si on veut, ou traditionnel du fantastique, la mort. Sauf que cette mort va se présenter sous différents angles dans le roman. Donc on a la mort de façon générale, mais sous le motif de la mort, on va avoir plusieurs thèmes qui se rattachent tous à la mort. On va avoir le revenant, on va avoir le mort, l'âme en peine, on va avoir le mort qui refuse de mourir et qui vient se venger. On va avoir également de la nécrophilie. Donc, sous l'apparence de cette mort revenue, nous avons la possibilité d'analyser le roman, de traiter le roman avec différents autres thèmes liés au fantastique. Et c'est là justement l'intérêt de ce roman-là. Bien sûr. Alors, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le personnage principal, Nafissatou Diallo, ou si l'on veut, Calamity Jane. Déjà, sa double identité, n'est-ce pas? Et même le fait qu'on ne peut pas affirmer de manière catégorique qu'il s'agit effectivement de Nafissatou Diallo dans le passé, il y a 3 ans, ou d'une autre personne, vient comme installer un trouble total dans l'esprit, n'est-ce pas, à la fois du lecteur et même des personnages qui sont en contact avec elle. Alors, est-ce que on peut se permettre, n'est-ce pas, de penser qu'il s'agit d'un revenant, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un fantôme? De quoi concrètement est-il question quand on prend le personnage de Nafissatou Diallo? Est-ce un double qui est apparu? Bien, c'est intéressant tout ce que vous avez dit. Je veux commencer d'abord en rappelant la définition de Todorov. Todorov dit que le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Hésitation. Et du début jusqu'à la fin, vous voyez, c'est cette hésitation-là. On n'arrive pas véritablement, ni les personnages, ni le lecteur, n'arrive pas véritablement à finir par se convaincre que c'est bien Nafissatou qui est revenu, que ce n'est pas Calamity, que Calamity Jane n'est pas Nafissatou Diallo, mais en même temps, c'est qu'il y a des faisceaux d'indices qui nous amènent à croire quand même que les deux pourraient être la même personne. Et là, on peut analyser ça sous différents angles. On peut s'intéresser soit au thème utilisé par les autres personnages pour désigner Nafissatou Diallo. Et si on veut également, on peut s'intéresser à ce qu'elle-même dit d'elle-même, donc aux actes de parole qu'elle pose, ou à comment les autres l'appellent. Fantôme, revenant. Et sur les deux expressions, j'aime à dire qu'on doit pouvoir faire une différence entre fantôme et revenant, et dire que dans ce roman, je pencherais beaucoup plus pour une revenante que pour le fantôme. Parce que vous voyez, le fantôme a ceci que c'est souvent ce n'est pas quelque chose de véritablement fixé. Souvent c'est spectral. Et c'est une image évanescente dont les contours sont souvent flous. Or, le revenant
revenir. Oui. C'est quelqu'un qu'on connaissait bien, qui est parti dans l'au-delà et qui est revenu, et qui revient souvent sous sa forme initiale. Et vous voyez, même dans nos cultures, quand on parle de revenant, en parlant des Egungun, le revenant, c'est la matérialisation de l'esprit d'une personne décédée sous forme de masque. Sous forme de masque. Donc, vous voyez, le revenant a ceci qu'il est plus visible, lisible, que le fantôme qui est quelque chose d'évanescent, dont on n'arrive pas à saisir véritablement le compte. Or, ici, on est bien en face d'un personnage dont on arrive à saisir le contour, puisque c'est cela d'ailleurs qui permet que des comparaisons se fassent entre Calamity Jane et Nafissatou Diallo. Et d'ailleurs, le personnage d'Assagouté a suffisamment, n'est-ce pas, renseigné sur ça. Après, vous avez parlé tout à l'heure de nécrophilie, n'est-ce pas, après son moment avec Calamity Jane, n'est-ce pas, il a été presque convaincu de ce qu'il s'agit de la même personne parce qu'il a vérifié des traits, des aspects, n'est-ce pas, de physique de Nafissatou Diallo qu'il connaissait, qu'il a identifié maintenant sur le personnage Calamity Jane. Alors, on va écouter un extrait. On va écouter un extrait avec Arim Lassisi. On y va rapidement. Oui. Ce sont les Blancs qui l'ont fabriqué. Oui. Avec ça, ils tuent leur cible à vue de façon frontale. Oui. Mais ici, on a fait mieux. Cette arme a été équipée d'un deuxième canon invisible. Oui. Elle peut atteindre des gens à des milliers de kilomètres. Bien sûr. C'est le Tchakatou. Ebenezer d'Assagouté avait vaguement entendu parler de cette arme, le Tchakatou. Mais il ne savait pas que son hôte en connaissait les secrets. Il pensait même que cela relevait du mythe. Bien sûr. Le genre d'arme que les rois, lors des intrigues de cour, utilisaient pour nuire aux rivaux les plus dangereux. Bien sûr. Mais le Tchakatou ne dispose pas de balles classiques, continua le vieil homme, en léchant l'intérieur de ses lèvres. Ces munitions sont faites essentiellement d'un mélange de clous, de tessons, de bouteilles, de morceaux de tôle, de cactus, bref, de tout ce qu'il y a de piquant et d'acéré dans l'environnement. On les réunit pour en faire une cartouche. La cible, préalablement visualisée, est alors convoquée en esprit. Et si cet esprit est fort pour eux et consistant, il reçoit le tir effectué aussitôt qu'il est déclenché. La cible peut se trouver sur n'importe quelle région de la Terre. Elle est atteinte et foudroyée. Alors, Dr Da Silva, est-ce que dans l'extrait que nous venons d'écouter, le Tchakatou qui est évoqué, qui emprunte un outil physique, mais qui est capable d'atteindre sa cible à des milliers de kilomètres, même quelle que soit la position de la cible, est-ce que ça participe de ce fantastique dans cet ouvrage? Bien évidemment, c'est vrai que le Tchakatou n'a pas été utilisé, mais le recours Tchakatou n'est pas une première dans la littérature fantastique béninoise. Vous avez tous lu, on a tous lu l'initié de Olympe Belliquenum, et on a vu l'utilisation que Djessou a fait du Tchakatou sur divers personnages, et la réaction de Dr Magtingo pour aider ces patients atteints qui ont été les victimes, les cibles de ce Tchakatou. Et d'ailleurs, Olympe Belliquenum dit que c'est l'âme des sorciers. C'est comme ça que il définit le Tchakatou, parce que c'est un ensemble d'objets hétéroclites qu'on vous envoie, quelle que soit la distance. Et on a vu Magtingo opérer justement en extrayant du corps des victimes ces divers objets. Donc forcément, le Tchakatou participe du fantastique,
parce que vous ne voyez pas l'âme pointée vers qui que ce soit. C'est l'effet que vous voyez. C'est quand la personne tombe malade et que un spécialiste arrive à diagnostiquer que c'est cela, que la personne peut être sauvée. Sinon tout se passe, j'allais emprunter un titre à un autre fantastiqueur béninois, Gaston Zossou, tout se passe dans l'ombre, comme si c'était une guerre des choses. Voilà. Donc c'est ça. Ok. Alors, le Western Tchoukoutou est étiqueté roman policier. Et en tant que tel, on s'attend à ce que ce soit des outils scientifiques qui sont mis en œuvre pour pouvoir découvrir le crime. Du début du roman jusqu'à la fin, quels que soient les moyens mis en œuvre, n'est-ce pas, pour aboutir à la découverte de la vraie identité de Calamity Jane, qui se dit Nafissatou Diallo, l'inspecteur Boni Touré, avec ses deux amis NS Vitou et Alassane Al, se sont heurtés à un mur. Ils n'ont pu rien faire et Calamity Jane a pu atteindre son objectif, c'est-à-dire tuer les trois comme elle s'était promis de le faire, et en retour a donné, a offert l'âme, n'est-ce pas, à la femme de Vito, NS Vito. Alors, je voudrais savoir si le fait que ce soit un roman policier qui est censé emprunter des outils scientifiques et l'apparition d'une revenante, vous l'avez dit, d'une revenante, est-ce que tout cela ne vient pas cristalliser l'attention de comment est-ce que dans notre univers béninois, les crimes sont faits? Bon, une chose déjà, c'est que le roman policier et le roman fantastique ont ceci que les deux sont des romans à énigmes. Okay. C'est d'abord ça, et c'est ça qui fait la proximité entre les deux. Okay. Sauf que dans le roman policier, on finit par mettre en place les pôles, les différentes, et on finit par trouver la solution. Mais dans le fantastique, il n'y a pas de solution. Parce que dès qu'il y a solution, on sort du fantastique. Donc le doute, le suspense reste, même quand on a eu fermé le roman. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs, même quand on a fini de lire ce roman, on continue de se demander, est-ce que Nafissatou Diallo est Calamity Jane? Malgré tout ce qu'on a fait, aller au cimetière, on a vu et tout, on continue toujours de se dire, mais est-ce que on n'est jamais sorti de l'affaire par rapport à l'identité réelle, et on continue de se demander, est-ce que c'est un double? Est-ce que c'est l'esprit qui est revenu? Et on a les éléments dans le roman pour l'illustrer. Donc en fait, nous sommes en Afrique, et donc même si on veut voir ce roman sous l'angle essentiellement policier, encore que pour moi ce n'est pas évident, parce que quand on dit le polar, quand on dit roman policier, il faut qu'il y ait une enquête policière. Or ici, l'enquête policière n'a pas commencé. C'est peut-être après la mort des trois qu'on pourrait, que l'enquête policière pourrait commencer pour savoir véritablement l'identité de cette meurtrière. Donc là, pour moi, il serait difficile de démontrer que c'est un roman policier. Mais on est en Afrique, nous sommes dans une culture, et vous voyez là maintenant des éléments de notre culture. Dans notre société, les revenants, bon, on en entend parler. Chacun d'entre nous a entendu une fois une histoire de cette personne décédée qui serait revenue, avant même que ses parents n'apprennent qu'elle est décédée, qui serait revenue, dire bonjour, faire une commission ici, avant de repartir. Et le tchakatou et tout ça. Ouais, c'est des éléments de notre culture que Kwao Zoti, comme il sait bien le faire,
à rassembler et à distiller dans son western. Parce que en réalité, vous voyez, il y a ce pan de western avec le saloon. Et vous voyez, le roman se déroule comme si on était dans un film. Oui. Et vous savez tous comment le western classique dans le Far West se faisait. Le shérif avec son pistolet, injustice, et puis après la vengeance, et le chef, l'acteur principal qui à la fin débarque au saloon avec son pistolet et tue les bandits. Donc c'est vrai que ils sont policiers western, mais si c'est du western effectivement tchoukoutou à la béninoise, Okay. avec justement des éléments de notre culture, Avec les saveurs culturelles. qui justement ont permis que nous puissions déboucher sur une lecture fantastique de ce roman-là. Bien sûr. Ok. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot, n'est-ce pas, à dire sur la littérature fantastique? La toute dernière, Oui, la toute dernière question. Oui. La littérature fantastique au Bénin de manière générale. Vous avez évoqué tout à l'heure l'initié Vous, de en tant que spécialiste. Bon, vous voyez, je suis spécialiste de littérature fantastique, surtout de littérature fantastique béninoise, même si la littérature fantastique, c'est de la littérature comparée. Mais, vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur la littérature fantastique au Bénin qu'une thèse, que 2 thèses, 3 thèses, 5 thèses ne suffirait pas à tout dire. Non, c'est la vérité. C'est vraiment ce que je dis là, c'est sincère. Okay. C'est-à-dire que notre littérature fantastique est si riche. Oui. Vous voyez, on a commencé au début avec même déjà avec Félix Couchoro, Oui. avec l'esclave déjà, et même avec Dogissimi, on a déjà des traces de fantastique. Et ça a continué avec la deuxième génération des écrivains, avec les Olympe Lukenum, avec les Jean Pliat. Et aujourd'hui, vous voyez, la jeune génération fait toujours le fantastique. Et Florent Kwaozouti, qui est l'un des meilleurs représentants de sa génération, continue de nous produire du fantastique. Vous voyez, donc, il y a tellement de choses à faire. On pourrait consacrer une seule thèse uniquement au fantastique traditionnel chez nous, comme on pourrait consacrer une thèse uniquement au fantastique réel chez nous. Donc, vous voyez, il y a tellement de pistes, il y a tellement de choses à dire que moi, je continue toujours, comme l'a fait mes maîtres, à encourager les chercheurs qui viennent à se mettre sur le chemin pour que nous puissions valoriser nos œuvres, parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ces cultures-là, qui sommes capables de les lire avec les yeux qu'il faut, parce que nous avons les âmes théoriques qu'il faut maintenant pour les lire et montrer toute la richesse de ces œuvres-là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Salim Da Silva. J'avoue, j'étais à l'école, j'étais à l'école, j'apprenais. Oui, bien sûr, j'étais à l'école du docteur. Le docteur il fut mon professeur. Ah bon? Ah d'accord. Ça fait un quart de siècle déjà. Parce que la manière dont vous le dites là, on a toujours eu du plaisir à les écouter. C'est le moment de le charcuter un peu, parce que paraît-il que dans votre département là-bas, en lettres modernes, voilà, les étudiants ne les laissaient pas passer. Donc vous avez votre professeur, vous pouvez le... Voilà. On va s'en tenir au sujet. En tout cas, merci beaucoup, docteur Da Silva. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre plateau. Chers téléspectateurs, rumeurs autour du non-dépistage des enseignants du secondaire. Nous allons en parler tout de suite dans Éduquons, mais avant, on écoute, on revient. Ola gbeme tondu to asiko eleme ola we mi tondu na dona to ayesime agbe wule bona dewe do de hikomro de atigan la ikatoe ni satote. Si tu te protèges, tu protèges ta famille, tes amis, tes
tes acquis. Toujours garder ton masque en évidence. Toujours garder les 1 mètre de distance. Se laver les mains. Corona, corona, corona. Et t'as pas de cas, et il est là. Corona, corona, corona. Il doit tes 3 ans de ce l'ordina. A Jack McPenty, y'a un docteur Towe. Et na kayade na a son boy. Yeni c'est ton docteur. Coronavirus, no, he don't Respectez les mesures, prendre soin de la famille, limiter les sorties, pour chasser le virus. Attends, est-ce qu'on m'y voit, il confa. Pas dans le de corona comme un cafard. Y'a pas de remède, faut respecter les mesures. Sinon, m'y met bien un coup comme des cafards. And only every day, you gotta protect yourself, man. Pray they have one punch it well, beaucoup bas famille. Je garde mes distances, je lave mes mains très souvent. Je n'oublie pas mon masque quand je te parle parce que je ne veux pas te contaminer. Garde tes distances, lave-toi les mains très souvent. N'oublie pas ton masque quand tu me parles si tu ne veux pas me contaminer. Le corona existe mon frère, si tu sens un peu de fièvre, appelle un médecin, tout va bien se passer. Un peu d'hygiène ne nous fera pas de mal, yeah. Laver les mains au savon, tu vois c'est banal, yeah. Tu peux aussi le faire, mignon ouais, t'attends. Lave-toi les mains à l'eau et au savon, ça peut sauver des vies, corona, t'attends. Respecte les règles d'hygiène, pour ton bien, pour la famille autour de toi. Basi koda samen ou mi d'accord. Amo pero ko corona na wa toku to fo. Se da lo pepe wa bodo so gona. Kekle bo yo to ko bonu yeni wa konwe. Omo ya, manje kwa isoyo. Omo bagbe, ko ibo mure. Nami continue ma cloalo, no eme domi mai mwana so ya fo. Awe corona sien, eko ume taun, kakado, eko uwe kaun. Loko ti kakba chwa sobi no mui. Chomas kwe nou anson mini wi. Ima sopre do video ira manda nou mi. Don't waba we koro konseche na venu mi. Down. Si tu veux pousser, fais-le dans le creux de ton coude. Ce virus va passer, faut que tu tiennes le coup. Prends toujours un mouchoir à usage unique. On vaincra le corona si on reste unis. Corona, nous te vaincrons. Ensemble, nous te vaincrons. Ta place n'est pas dans notre monde. Yeah. Corona, mina nous jiwe. Dam me anavobi. Avec toi, l'empo anayibi. Corona, nous te vaincrons. Ensemble, nous te vaincrons. Ta place n'est pas dans notre monde. Yeah. Corona, mina nous jiwe. Dam me anavobi. Avec toi, l'empo anayibi. Coronavirus, me away. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous retournons tout simplement à l'école pour vérifier alors la rumeur autour du non-dépistage des enseignants. Et pour le faire sur ce plateau, Enoch Guidimin, le journaliste spécialiste des questions éducatives. Bonjour. Bonjour Abim Loueni, bonjour cher professeur, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de télé. Voilà. Hubert Prince, comment? Je vais super bien, toi. Voilà, super, ça va super bien. Je rappelle que vous êtes enseignant de lettres et vous avez plusieurs casquettes. La première question est à vous, cher Prince Hubert. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Quelles sont les réalités sur le terrain? Vous qui êtes au contact des apprenants. Alors, d'abord, je vous remercie. La première des choses qu'il faut retenir est que la reprise des cours est effective et le dépistage qui devrait être systématique de tous les enseignants avant la reprise est en cours. Mais pas systématique. Ce n'est pas encore systématique. Mais c'est en cours. Donc c'est progressif. Et donc, oui, ce n'est pas encore systématique, mais c'est en cours. La reprise est effective.
Oui, il faut avouer que la reprise est effective. Les acteurs du système éducatif vont renouer avec les activités pédagogiques. Et le ministre, le professeur Marion Kapo, a fait une descente dans les écoles le 11 mai pour témoigner du fait que les enseignants seront effectivement dépistés. Seront, hein? Oui. Et donc, ils ont commencé, mais il faut avouer que tous les départements n'ont pas été pris en compte. Certains départements sont actuellement laissés au carreau et nous espérons qu'avec le temps, ça se fera de façon progressive. Sinon, les dépistages ont commencé dans les écoles du secondaire. Très bien. Alors, les départements qui sont laissés sur le carreau, est-ce que cela ne causerait pas un problème sanitaire davantage? Alors, en réalité, aucun département n'est laissé sur le carreau. Le constat simplement est que ils n'ont pas encore commencé. Dans ce département, le dépistage se fera. Quoi qu'on dise, ça sera fait. Seulement qu'il faut que... D'abord, quand nous parlons de dépistage, il faut mobiliser une quantité de personnes pour pouvoir faire ce dépistage-là dans tous les départements, les 12 départements que compte notre pays, le Bénin. Et donc, aujourd'hui, avec les cas qui sont en train d'être suivis, avec les dépistages qui sont en train d'être effectués au niveau de la masse, ce sont les mêmes personnes qu'il faut encore essayer de démultiplier sur le terrain. Et donc, cela fait qu'il y a un peu... Le système est en train de... a du plomb dans l'aile, mais aucun département ne sera laissé sur le carreau, comme le ministre l'a dit. Et nous, bon, moi j'ai foi, et je fais confiance au gouvernement que ça ira jusqu'au bout. Seulement que, si vous le permettez, seulement que ce retard peut créer des problèmes sur le terrain parce que on ne connaît pas encore l'état réel de ces enseignants qui vont dans les classes. Mais bon, nous devons aussi apprendre à vivre avec ce virus. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le dépistage qu'il faut fermer les écoles, non. Voilà. D'accord. Est-ce que la foi est compatible avec la réalité, avec la santé? Parce que Prince Hubert dit qu'il a foi, qu'aucun département n'est laissé sur le carreau et que il a foi. Oui, si j'ai dit que des départements sont laissés sur le carreau, ce n'est pas pour autant pour dire qu'ils vont rester éternellement comme ça. Vous voyez, avant de faire quelque chose, on essaie de voir les tenants et les aboutissants. Avant de déclarer, dire que les enseignants seront dépistés, c'est tellement que le gouvernement, les autorités compétentes ont essayé de voir la mesure, la faisabilité de la chose. Ils doivent se mobiliser pour trouver les moyens qu'il faut et faire ce qu'ils doivent faire. Et donc, je dirais que ça se fera de façon progressive. Il ne faut pas être pressé. Mais toujours est-il qu'il est bien de tirer, je dirais, livrer du bon grain. Bien sûr. Parce que vous convenez avec moi que l'école est un lieu où il y a trop de brassage. Et il est bien de reconnaître, de tirer ceux qui sont porteurs de ce virus au lieu de les mélanger avec les apprenants. Donc je dirais simplement que dire que certaines dépendances sont laissées sur le carreau, ce n'est pas pour dire que ça ne sera pas fait, non. Mais de façon progressive, on va arriver à terme, c'est tout. Si vous permettez, moi je pense, j'ai une autre lecture de la situation. Et si chaque acteur du système éducatif, tous ceux-là qui interviennent dans nos collèges, lycées, écoles et tout ça, peuvent respecter les gestes barrières, porter systématiquement les masques, ce que le gouvernement a déjà réglé. Ce problème est déjà résolu parce que le gouvernement a mis des masques à la disposition de toutes les écoles et de tous les collèges. Bon, c'est vrai, les publics d'abord, les privés ça vient. Et dans les privés aussi, le problème ne se pose pas puisque chaque parent a pris aussi cette disposition pour pouvoir doter les élèves, les enfants de masques. Et je crois dans toutes les écoles au Bénin aujourd'hui, on a fait des enquêtes pour voir si effectivement des points de lavage d'eau et de lavage des mains à eau et savon sont installés. C'est effectivement installé dans les écoles. Donc, dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles. Même le ministre... Écoutez, Prince, vous confirmez. Donnez-moi le nom d'une école ou d'un collège où on n'a pas un dispositif de lavage de mains à eau et au savon. Donne-moi juste un nom. Il n'y en a pas. Même à Tchoumi, même à Perma, il y en a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mesures sont prises. C'est vrai, ça ne suffit pas. Vous confirmez que... Ça ne suffit
ça ne suffit pas, mais faisons confiance à ceux-là qui conduisent l'école et le système et même la riposte pour que nous puissions finir avec les écueils qui sont dans le dispositif mis en place pour lutter contre le phénomène. Et puis, vous voyez, les gens continuent d'aller dans les marchés. Pourquoi on va empêcher les gens? Parce qu'un enseignant n'a pas été dépisté, pourquoi on va empêcher les élèves d'aller à l'école? Oui, mais on avait parlé du dépistage systématique. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce que le dépistage systématique, c'est pour régler un certain nombre de choses avant la reprise. Est-ce que vous ne pensez pas, Enoch, que cela ne pose pas un problème? D'abord, il faut avouer que le ministre avait dit que le dépistage n'est pas la règle sine qua non pour commencer les activités pédagogiques. Qu'un enseignant ne soit dépisté ou pas, il est éligible. C'est lors de sa sortie, là. Effectivement, il est éligible pour donner les cours dans les classes. Mais vous voyez, en Afrique, nous n'avons pas trop les moyens. Est-ce que vous comprenez? Les moyens posent problème. Et nous sommes obligés de faire avec ce qu'on a, les moyens de bord. Dépistage systématique, ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile. Mais c'était quand même annoncé. C'était annoncé. Bon, nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir exactement ce qui se passe pour que ce dépistage, je dirais, traîne jusqu'à présent. Mais toujours est-il que le gouvernement certainement va prendre la mesure des choses pour que les activités pédagogiques se déroulent dans les bonnes conditions. Mais c'est vrai que je vous dise que mon collègue, le professeur disait que les écoles sont meublées des dispositifs et autres. Il y a des écoles qui ont reçu effectivement des dispositifs, mais des ONG privées. Alors que c'était dit que le gouvernement allait mettre le bouchée d'eau pour que toutes les écoles aient les dispositifs qu'il faut pour poursuivre les activités pédagogiques. Donc, si vous voyez des dispositifs dans des écoles, soyez sûr que ça vient certainement d'un directeur qui est soucieux de la vie de ses apprenants ou d'une ONG ou, si possible, du gouvernement. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est qu'on ait les dispositifs pour que les acteurs du système puissent laver les mains. Il y a des dispositifs qui sont dans un état piteux. Il y a des dispositifs qui ne respectent pas les normes qu'il faut. Vous savez que quand vous allez vous laver les mains, on évite quoi? La Covid-19, mais normalement il y a des robinets qu'on appuie avec le pied pour ne pas être en contact avec, je dirais, le robinet. Normalement ces dispositifs doivent être dans les écoles pour que l'apprenant... Ça dispositif dont on parle là, l'unité coûte environ 60 000. Et nous avons combien d'écoles au Bénin? Alors que ce que moi j'ai vu... Qu'est-ce qu'on évite? Attendez, je vais vous l'expliquer. Non mais je parle... On peut ne pas l'avoir, on peut ne pas avoir ce dispositif-là et atteindre l'objectif. Ça veut dire quoi? Il y a des dispositifs aujourd'hui, même quand vous touchez le robinet, d'accord, vous devez prendre soin de prendre encore un peu d'eau dans votre main, fermer maintenant le robinet avec votre main et l'eau qui reste là pour rincer votre main. Et le problème est réglé. Donc, le problème, c'est quoi? C'est montrer aux gens comment laver réellement leurs mains, même si ce n'est pas avec le dispositif automatique. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Donc, que ce soit l'ONG, quand même des dispositifs. Voilà, que ce soit l'ONG qui est fait sur le terrain. Voilà, que ce soit une ONG ou une fondation qui dote le collège ou l'école de dispositifs de la des mains. L'essentiel, c'est que ces établissements-là puissent en avoir pour qu'on puisse lutter effectivement et efficacement contre la maladie. Vous aviez la parole. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette condition-là, le problème est réglé? Le problème n'est pas totalement réglé et ça ne peut jamais être réglé totalement. Même dans les pays les plus développés, ce problème-là se pose jusqu'aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je suis parfaitement d'accord avec vous, nos pays en Afrique n'ont pas les moyens qu'il faut. Et donc, on gère le peu de moyens qu'on a de façon efficiente pour que cette maladie-là n'embrase pas le pays. Et c'est notre souhait à nous tous. Lors de vos enquêtes, est-ce que vous aviez constaté que la distancialisation annoncée par les autorités est respectée? Non, il y a certaines écoles que j'ai sillonnées, notamment
le complexe scolaire. Non, c'est pour vous montrer que j'ai été sur le terrain, j'ai vérifié. Bien sûr, mais bon, il y a des écoles, oui. je dirais, bon, il y a des écoles qui n'ont pas pu respecter cette mesure de distanciation parce que l'effectif est pléthorique. Vous voyez, et l'enseignant même ne peut pas s'approcher des apprenants pour vérifier un peu comment les exercices se font. Et autre chose, c'est que nous avons reçu des témoignages selon lesquels les apprenants s'étouffent souvent à cause du cache-nez. Ils sont distraits, ils sont obligés d'enlever de façon répétée les cache-nez, histoire de ne pas avoir des problèmes de respiration. Donc voilà autant de constats que j'ai fait sur le terrain. Vous qui êtes dans la pratique, dans l'opérationnel, oui. Comment ça se passe? Alors, comme il a dit, très peu d'écoles pourront respecter la distanciation sociale dans cette lutte. Ça là, très peu, je dis bien très peu. C'est vrai, il y a certains censeurs qui ont décidé de revoir leur programme en subdivisant surtout les privés, dans les privés surtout, et en divisant les classes en des groupes pour que on puisse avoir un élève par table. Et là, le cours qui doit être fait en 2 heures est divisé en 2. Il y a un programme social pour pouvoir amener l'apprenant à maîtriser l'essentiel, encore qu'ils étaient déjà presque à la fin de l'exécution de leur programme. Donc là, il y a ces cas-là. Maintenant, l'autre cas, comme le confrère l'a soulevé tout à l'heure, la circulation des enseignants. L'enseignant ne peut pas circuler dans cette période. Et ça là, ils doivent le savoir. Il n'y a pas de contact. L'enseignant reste devant. Il ne circule plus. Il n'y a plus de travail même de groupe. Même travail de groupe que les élèves font. Et nous sommes en APC et l'apprenant est au cœur de l'apprentissage. Et donc l'enseignant ne peut plus respecter toutes les stratégies d'enseignement. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'activité et lui-même il reste au tableau. Il n'envoie même pas les élèves au tableau. C'est à lui-même d'amener les apprenants par des questions et il est même autorisé, quand vous lisez même ce que l'association des parents d'élèves sur le plan national a proposé comme mesure pour pouvoir conduire les activités jusqu'à terme pour le peu de temps qui reste. L'enseignant peut descendre son masque pour que sa voix puisse porter. Voilà, puisque quand vous portez votre masque, votre voix ne porte pas. Et vous forcez même vos cordes vocales et ça vous crée même du problème après. Donc il descend, comme il est déjà fait le tableau, les enfants sont devant, il y a déjà plus de 2-3 mètres de distance. Là, même ces postillons ne pourront même pas toucher les tables des apprenants. Et donc là, c'est gérable. Vous voyez. Mais aller vérifier ce que les apprenants font, là, ça pose problème. Il ne peut pas aller au contact des apprenants. Effectivement. Vous pensez que avec cet état de choses-là, les examens de fin d'année pourront tenir à bonne date? C'est clair, ça va tenir, c'est clair. Ça va se passer dans de bonnes conditions parce qu'on s'habitue déjà. Ils nous ont beaucoup dit qu'il faut vivre avec le virus. C'est vrai qu'il y a un changement d'habitude, mais on n'a pas le choix. La date est fixée. Chaque acteur du système éducatif, parents d'élèves, enseignants, apprenants, et même les directions des examens concours du Bénin sont obligés de s'activer pour tenir à bonne date les examens nationaux. Sans quoi il n'y aura pas de souci, mais toujours est-il que les mesures barrières seront toujours respectées pour la bonne marche des choses. Oui, mais par rapport aux examens, les examens auront lieu. L'année va aller jusqu'à terme. C'est le souhait de tout le monde. Vous ne pouvez pas, à cause du coronavirus, blanchir une année, invalider une année, et les dépenses que les parents ont déjà engagées, ils risquent de vous lapider. Donc, ce que ne souhaite d'ailleurs pas notre ministre, si nos ministres en charge de l'éducation, nous sont très chers et nous voulons les avoir avec nous et aussi longtemps que cela puisse paraître. Et donc, les examens auront lieu. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour que les centres d'examen, les centres de composition soient démultipliés, pour que la distanciation sociale puisse être respectée. Il y a aussi des masques. Les masques qui seront aussi distribués aux candidats, je crois, c'est selon mes informations. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais ce qui est sûr, chaque parent
déjà à son niveau, qui sait que son enfant ira à l'examen, ne peut pas ne pas lui procurer de masque. Donc, dans les centres d'examen de composition, il y aura également des dispositifs de lavage des mains pour que, une fois l'enfant et le candidat a mis pied dans le centre, il puisse systématiquement laver ses mains, mettre son masque avant d'aller dans sa salle de composition. Et je pense aussi, sinon mon souhait même est que lorsque les suivants de salle seront en train de les surveiller, qu'ils puissent aussi surveiller le port de masque, que cela soit effectif, parce qu'il y a des élèves qui sont réfractaires, qui vont descendre leur masque, s'amuser avec, comme on le voit déjà même dans la rue, vous voyez. Donc cela pose problème. Pas seulement des élèves, voilà. mais il y a même des enseignants qui le font. Ils descendent les masques parce qu'ils sont étouffés. Ce n'est pas de leur faute. Ils descendent parce qu'ils sont étouffés. Et ça veut dire pas les masques les masques des pharmacies là, avec ça. Chantier, de pharmacie, de tissu, le problème se pose toujours. À un moment donné, on est étouffé. Non, mais vous n'êtes pas tenu de mettre les cache-nez 24 heures sur 24 heures. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez descendre votre masque. On parle de l'école ici, on n'est pas seul. On va rapidement changer de sujet. On ira rapidement avec vous, hein, de l'autre côté des aspirants. Voilà, un mot sur cette corporation-là. Les aspirants. Parce que le gouvernement a lancé un nouveau recrutement. C'est heureux. Oui, c'est heureux, bien sûr, mais qui prête à confusion encore? Non, il n'y a pas de confusion à faire à ce niveau-là. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas validé la liste des aspirants issus de du test de janvier, je crois, de janvier 2019. Et puis c'était dans le cadre du test des ACE 2008 là, que ceux-là aussi ont composé. Donc ce n'est pas le vrai test, c'est ce que le gouvernement a dit. Mais moi j'estime qu'on peut les reconduire. Pas seulement ça. Parce que selon nos investigations, il y a que certains sont déclarés admis, mais n'ont plus retrouvé leur nom. Voilà. Et on demande à tous ceux-là de recomposer. Oui, à ce niveau, ceux qui ont un autre test, ceux qui sont soi-disant complémentaires. Voilà, c'est ce que je disais. Et ceux de janvier 2019, même doute, qui sont reçus et qui n'ont pas vu leur nom. Ça, c'est il y a deux choses. C'est à deux niveaux. Le poste se pose là à deux niveaux. Premier niveau, si le nombre d'enseignants que le gouvernement veut dans cette matière-là, si le gouvernement a déjà ce nombre-là, même si tu es déclaré reçu, et il faut quand même savoir que le gouvernement est libre de ne pas te prendre parce qu'il a déjà le nombre voulu. Mais si vous prenez par exemple le français, dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas voir quelqu'un déclaré admis et après on l'abandonne sur le carreau. Bien sûr, il y en a. Ah là, ça veut dire que c'est un problème qu'il faut régler. Est-ce qu'on peut un mot, parce que vous aviez... C'est frappant de participer à un examen, enfin à un concours, à un test. Un test et que on vous déclare admis et du jour au lendemain où vous voyez que votre nom n'est plus dans la base de données. Je ne sais pas, vous et moi, dans quel état on sera dans cette condition. Moi, je pense que je voudrais inviter nos amis, nos frères, nos parents qui sont dans cette situation, de prendre le courage à deux mains, de repasser le concours, parce qu'on parle du destin en son temps. Si le destin frappe toujours à la porte de l'enseignement, ils seront recrutés. Mais il faut que le gouvernement prenne la mesure des choses et voir ces enseignants-là qui sont dans la situation et trouver des mesures pour les apaiser, pour les convaincre, pour expliquer également les mobiles de ce changement brusque. Parce que, à ma connaissance, je n'ai aucune idée sur les raisons pour lesquelles ils ont été recalés, normalement. Je n'ai aucune idée sur ça. Non, je crois que le décès du ministre Kakuma Oyon les a reçus et a discuté avec cette catégorie d'enseignants et qui sont dans ce cas-là. Bon, maintenant, moi, je souhaite que s'ils ne sont pas, s'ils n'ont pas leur nom dans la base de données, qu'ils aillent composer. Oui, mais comment on peut dans un même pays, c'est une justice, même pays, le gouvernement doit normalement corriger. Voilà, mais si le gouvernement ne corrige pas ça,
On souhaite que le gouvernement corrige, ou dans le cas contraire, on demande tout simplement à nos chers amis aspirants d'aller recomposer. Peut-être que le destin frappera encore. Voilà. Merci à vous, Prince Hubert Djogé. Vous revenez quand vous voulez. C'est votre plateau. Nous sommes ensemble. Merci à vous aussi, chers confrères Enoch Guidimin. Nous allons retrouver toute l'équipe autour de Kadi dans Sommité. Sommité, c'est après ceci. Achemo Djenouname, Bono Guachegbe Mando, l'empereur Amikpon, Minami Ache, Nemako Palo Gonwe. Ado moyena so chena we do achemo Djenouname, Bono Guachegbe Mando, Docteur me khoswa la demo ko kiseto le alnandurutu, e do pito we gbena huna we. Niche. Ana ko palongo we trere. Boya nyodo mo we men we jiwe nungo. Wine. Aou chezouve, yendo aou wezouve, soumanda pado miulego. Aou tata souve, soumanda pado miulego. Yendo aou chezouve, soumanda pado miulego. Aou tata souve, soumanda pado miulego. Alita ho, enaya alita ho dodo ho. Olume ho, enaya olume ho dodo ho. Aou souve, soumanda pado miulego. Aou tata souve, soumanda pado miulego. Elado alita ho, enaya alita ho dodo ho. Olume ho, enaya olume ho dodo ho. Aou souve, soumanda pado miulego. Aou tata souve, soumanda pado miulego. Sago Agosa Ano Honamiro Zete Menami Nigba Jizodi Zete Menami Zete Menami Eja Jizodi Zete Menami Owegbe Zete Menami Eja Jizodi Zete Menami Nino mo wai Anokisi wabanini Tata rumfeleke Ojai wala tombo dokodo Bohun yelele Nyemando na wea tata rumfeleke Tata nyemando na wea Tata rumfeleke Ojai wala tombo dokodo Bohun yelele Nyemando na wea Tata rumfeleke Tata nyemando na wea Tata rumfeleke Ojai wala tombo dokodo Bohun yelele Nyemando na wea Tata rumfeleke Tata nyemando na wea Tata rumfeleke Ojai wala tombo dokodo Bohun yelele Nyemando na wea Tata rumfeleke Bravo! Irasa gosu. Pendede, ese. Sime, ye mo meho eno ngbaku. Sime, mo feido, ojú balẹ̀, mo fo yeno. Sime, ye mo meho eno ngbaku. Sime, mo feido, ojú balẹ̀, mo fo. Sime, ye mo meho eno ngbaku. Sime, mo feido, ojú balẹ̀, mo fo. Alẹ́ bí gan, àgbọ̀nà ìtàn. Je vous l'avais dit en sommité, on allait retrouver toute l'équipe autour de Kadi. Kadi, bonjour. Bonjour Habib, comment tu vas? Je vais super bien. Je ressens beaucoup de soleil dans ta vie beaucoup d'énergie surtout. C'est super. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs, merci de votre fidélité sur Sommité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Il s'agit toujours de la femme,
La femme est toujours la femme. Habib en sait quelque Bien chose. sûr, la femme. Alors, le sujet de... Aujourd'hui, c'est la question de la belle fille. Exactement. Voilà, nous allons laisser le soin à Harim. Harim. Alors, belle-mère et belle-fille, les clés de la bonne entente. Alors, monsieur Harim Lassisi et madame Lorinda Aïdasso, bonjour. Bonjour, Kadi. J'espère que vous allez bien. Ah oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui rend les relations belle-mère et belle-fille tendues? Et si on s'entendait, hein? On prend, voilà, monsieur de madame Aïdasso, vous nous pardonnez, et madame de monsieur Harim, vous nous pardonnez aussi. Nous allons vous introniser mari et femme. On va voir comment ça va se passer. On est d'accord? Allez, on y va. Attendez. Je ne pense pas J'ai que dit, c'est ça... un jeu, Attendez, c'est un je jeu. ne pense pas que Sommes ça en puisse fiction. marcher parce que nous avons parlé de la relation entre femme et belle-mère. Mais la belle-mère n'est pas là. La belle-mère n'est pas. On va voir l'implication du mari et l'implication de la fille. Alors, d'accord. Alors, monsieur Harim, qu'est-ce qui rend les relations belle-mère et belle-fille plus tendues? Alors, je pense que je ne suis pas spécialiste des questions de couple ou des questions concernant ce qui est la famille. Mais ce que je peux dire concernant, pas forcément expérience, ce que je pourrais dire pour rester dans la logique, pour emprunter un thème à Mawatika, pour rester dans la logique, pour rester dans la cohérence, c'est dire que si entre la belle-mère et sa belle-fille, oui, c'est ça. Et s'il doit y avoir une entente, tout dépendra de l'homme. Et l'homme est le chef du foyer et c'est lui qui doit prendre les taureaux par les cornes dès le départ et montrer en réalité la place de chacune d'elles. Parce que la femme est toujours femme, que ce soit votre petite soeur, que ce soit votre femme, que ce soit votre maman, la femme est toujours la femme. Et les femmes ont tendance surtout les mamans ont tendance à vouloir garder l'enfant pour elle seule. Et c'est en réalité le problème qui se pose. Parce que lorsque vous voyez une belle-mère avec sa belle-fille, ce qui est le plus courant, c'est qu'elles ne s'entendent pas comme ça. Il y a souvent les griefs et autres. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème la femme, elle ne veut pas, parce qu'elle est venue, elle est mariée au garçon et autres, et elle veut sa place en réalité. Vous connaissez, les femmes sont possessives. Elle veut sa place, elle veut mais dans le même temps, il y a celle-là qui a mis au monde son mari, qui est quand même aussi une femme qui est là. Vous voyez, donc il y a un problème de recherche de territoire, de défense de territoire qui se pose. Nous allons passer à un cas pratique dans un instant. Quand vous parlez de l'homme doit prendre les taureaux par les cornes, vous allez nous expliquer ce que vous mettez dans les taureaux et pas les cornes. Nous allons passer à quels sont les mobiles, quels sont les mobiles qui fondent cette malcompréhension. Quelles sont les raisons qui poussent? Non, souvent on dit, les mamans disent que leurs garçons sont le mari. Donc les mamans pensent qu'une fois que le garçon se marie à une autre femme, que la femme prendra la place qu'elle occupait dans la vie de son enfant. Donc cela suscite des jalousies en elle et puis elle n'aime pas voir. C'est que quand elle voit la belle-fille en question, elle ressent quelque chose comme crise de jalousie. Oui, quelque chose du genre. C'est pourquoi des fois on assiste à ces genres de crises entre belle-mère et belle-fille, il n'y a pas d'entente entre elles. Un peu de... Et est-ce que c'est toutes les belles-mères qui font cela? Non, c'est pas toutes les belles-mères. Il y a des belles-mères. Quand la belle-fille aussi en question est respectueuse, elle a pris comme sa propre mère. Franchement, tu ne sauras même pas que c'est belle-mère et belle-fille. Tu penseras que c'est maman et fille.
Donc je dirais que ça dépend du comportement de la belle-fille en question quand même. Si elle est respectueuse, moi je dirais quels que soient les caprices de ta belle-mère, dis-toi que c'est ta maman. Ta maman, si c'était ta maman qui te faisait ces genres de... Qui avait ce genre de comportement envers toi, tu n'allais pas l'insulter, tu n'allais pas t'enflammer sur elle. Donc, prends ta belle-mère comme ta maman. Arim, je prends l'exemple d'un monsieur qui a 2 sœurs, on est d'accord? C'est-à-dire il est le grand frère de la famille. Et puis les sœurs décident de passer un temps avec leur grand frère en présence de sa femme qui ne souhaite pas héberger ses sœurs-là pendant ce temps-là. Quelle sera la réaction de ce monsieur? Alors, pour commencer, je dis que je suis d'accord avec Lorinda qui pense... Parce que la belle-mère ne sera pas du tout contente. Qui pense que tout dépend du comportement de la belle-fille. Parce que, vous savez, il faut d'abord que la fille soit... la belle-fille soit une personne d'effacée. Parce que savoir que j'ai affaire avec ma maman par exemple et que ça peut elle peut parfois peut-être me mépriser, mais je dois quand même garder à l'esprit que celle-là c'est mon aînée et que je lui dois respect. Maintenant, dans le cas que vous citez là, si ce cas, vous savez, d'abord moi ce que je dis, c'est moi ça, c'est Arim, moi je dis en tant que jeune marié, il ne faut pas aller mettre votre épouse dans ces conditions là et permettre à ce que la famille vienne siéger chez vous, alors que vous êtes un jeune couple, vous avez besoin du temps et de l'espace pour vous extérioriser. Et toi et ta femme, vous avez besoin de l'espace, vous savez. Et lorsque vous mettez des belles sœurs, c'est quelque chose que le courant ne passe pas correctement. Parce que tel que je l'avais dit à l'entame, c'est que il y a un problème de recherche de territoire, de défense. Il y a la première qui dit par exemple, moi c'est mon frère par exemple, mais c'est mon enfant, d'accord, et je ne suis pas encore prêt à te le laisser, à te le léguer par exemple. Et de l'autre côté, la femme aussi qui tire pour dire c'est avec moi il est actuellement. Ce que nous devons savoir, c'est que nos mamans, qu'on le veuille ou pas, ont un pouvoir, si c'était à 100%, lorsque le garçon se marie, ça diminue considérablement. Ça peut être 50%, parce que c'est vrai, tu avais le cordon ombilical qui a été coupé, et c'était avec ta maman seule que c'était. Mais aujourd'hui, tu es avec qui? Tu es avec une autre fille, une autre dame. Et c'est avec elle que tu es actuellement. Et qu'il faut savoir que tout ce que tu faisais avec ta maman, quand tu n'étais pas marié, ça doit commencer par ceci. C'est ce que je mettais dans prendre les taureaux par les côtes. Il faut commencer par mettre, pas poser les balises en même temps. Dans un temps pour lui faire comprendre, toi, tu n'as pas celle-ci. Et elle, c'est ma maman, elle a sa place également. Donc moi, je ne me vois pas en train de permettre ces conditions-là, créer ces conditions, ces ambiances-là, c'est-à-dire permettre à ce que la famille vienne siéger chez moi. C'est évident. Alors que c'est l'enfant à autrui que vous avez dans la chambre, et je ne pense pas que ça puisse marcher. Mais quand on pense que la femme peut te quitter à tout moment et que tes parents, tes soeurs, ta mère resteront pour la vie, ne peut-on pas accepter héberger sa soeur pendant un temps, quand bien même c'est la femme est présente? Moi je dirais que héberger sa soeur avec sa femme ensemble, ça ne marchera jamais. Oui, ça, en tout cas, moi, selon moi, je ne vais pas cautionner cela, franchement. Vous n'allez pas accepter ou vous n'allez pas cautionner? En tout cas, je ne vais pas accepter, je ne vais jamais cautionner. Je ne vais jamais accepter une telle chose comme nous. Ah bon? Non. Tu sais, on dit souvent que on ne met pas pétrole au bord du feu ou bien essence au bord du feu. Ah bon? Comment tu peux faire une chose pareille? Si tu achètes quelque chose à ta femme aujourd'hui,
Mais si que tu n'achètes pas à ta soeur, tu imagines ce qu'elle va ressentir comme crise de jalousie. Or, avant, c'est à elle, tu faisais ce genre de choses. Aujourd'hui, tu ne le fais plus à elle, mais à ta femme. Et à sa présence, tu achètes, peut-être tu as trouvé une jolie robe au dehors, que tu as pris à ta chérie. Tu t'imagines ce qu'elle va ressentir. Mais oui, on dit souvent que dans nos sociétés africaines, lorsque la femme se marie, elle se marie à toute la famille. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on dit? Oui, exactement. Voilà. Mais ce que vous dites va en contradiction. Non, c'est pas que ça va en contradiction. Et pour répondre à ta question précédente, celle que tu demandais à savoir si on pouvait héberger la famille. La famille qu'elle est faite, que la femme est là pour elle épouse toute la famille. En réalité, je devais encore prendre pour référence la Sainte Bible, où on dit, je ne me rappelle plus exactement du passage. Que la Bible n'est pas une heureusement Amaou n'est pas sur le plateau. Je vais profiter pour son absence, parce que vous savez, si on doit par exemple prendre ceux-là qui ont pour référence la Sainte Bible, je pense que Amaou, sa catégorie, ou bien son acabit ne sera pas sera forcément en dessous de ceux-là qui prennent pour référence la Bible. Parce que c'est pas forcément quand un chrétien comprend la Bible pour référence. La Bible, c'est un livre rempli de sagesse. Ça, c'est clair. Et ce que je dis, la Bible dit, vous pouvez voir que tu quitteras ton père et ta mère, d'accord, et avec la femme vous ferez un et un seul, indivisible. Là, je ne vois pas à quel moment on a placé la famille. Je ne vois pas encore. Et c'est un contrat signé scellé entre l'homme et la femme. Les deux mariés. D'accord. Et c'est l'image que vous voyez un peu quand les gens se marient. Les heureux mariés vont souvent en lune de miel. Ils sont seuls. D'accord. Et d'abord, là où ils vont rester peut-être pour séjourner et autres avant d'avoir un enfant, on appelle ça, peut-être c'est un nid d'amour. D'accord. Il ne faut pas créer, il faut pas créer une ambiance invivable à sa femme, si vous savez que ça ne se fait pas. Non, mais d'accord. Je te donne un exemple. Ce qu'on dit ici, c'est quand même très simple. Et ce que je vais te donner un exemple tout simple. Et la femme qui met un enfant au monde, un garçon, qui est en âge maintenant de se marier, et tout dépend d'abord de comment ils sont entrés dans le mariage. Si dès le début, la maman n'était pas d'accord, parce que les mamans ont toujours préféré une femme à leur garçon. Ça se passe. D'accord. Et maintenant, si peut-être le garçon déjouait les pronostics ou bien déjouait les plans de ses parents, c'est que soyez sûr que la maman là, la belle-mère ne va jamais s'entendre avec la belle-fille. C'est pas évident parce que j'estime que c'est la belle-fille qui a la responsabilité de travailler à ce que sa belle-mère la voie d'un bon oeil. C'est pas tout le temps. De par ses comportements, de par son habillement, de par sa manière de s'exprimer, de par son travail. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion-là de peut-être s'imposer et se faire aimer par la belle-mère, par exemple. Il y en a d'autres et que la relation n'a pas peut-être duré le temps qu'il faut pour que la maman soit qu'elle se fasse aimer par la belle-mère ou pas. Alors, ce que je voulais te donner comme exemple, c'est que une femme qui met au monde un garçon en âge de se marier, qui se marie, d'accord, et vous voyez, nous, jeunes couples aujourd'hui, on peut se permettre des caprices. Vous savez, les femmes, on le reconnaît là, d'accord. On peut se permettre des caprices. Tout ça là, c'est le couple. On doit être mouillé. D'accord. Ma femme commet des trucs et elle fait des choses. J'ai de la manière pour lui dire non. Et ça ne se fait pas. Mais en la présence de ma maman, ça va se passer autrement. C'est ce que je dis. Parce que devant moi, ça s'est passé une fois où la dame et sa maman était là, et que c'était parce que papa et maman ne s'entendaient pas bien, les deux maris ne s'entendaient pas bien, et le fils était au service. Avant de rentrer, la dame
n'avait pas préparé, avait fait un repas. Le repas en réalité n'était pas du goût de la belle-mère. La belle-mère a attendu l'arrivée de son fils et lui a fait encore un autre repas pour lui dire que en réalité c'est comme ça, c'est ce que toi tu manges ici. Vous voyez? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est parce qu'on a permis à ce qu'elle vienne siéger là. Voilà. C'est ça qu'elle elle aussi elle a un couple, non? Ou bien elle n'a pas de couple. Elle n'a pas de mari. Alors, voilà, oui. je tombe des nues. Oui, Madame Lorinda, souvent les belles filles ont des comportements déplacés. Alors, quelle doit être la méthode à adopter pour amener celle-ci à la raison? Faut-il la traiter de tous les noms d'oiseaux? Comme je disais tantôt, oui. Ta belle-mère est comme ta maman. Ta belle-mère, elle est comme ta maman. Comment avoir des comportements déplacés envers sa mère? Voilà. Ça, c'est de l'impolitesse, si vous me permettez. C'est de l'impolitesse. Il ne faudrait pas... On dit souvent que c'est à base de l'éducation que la femme a reçue chez ses parents, qu'elle prend soin de son foyer. Donc, il ne faudrait pas qu'on adopte des comportements qui seront tellement déplacés qu'on ira insulter nos parents à la maison. D'accord. Il faudrait qu'on soit des enfants exemplaires à l'image de nos parents. Puisque je sais que le moment c'est Chine, elles font tout pour nous donner une bonne éducation. Il ne faudrait pas, une fois au dehors, qu'on adopte des comportements qui seront contrairement à ce qu'on a reçu à la maison. Et puis là, on n'insulte plus les femmes. C'est leur maman, on insulte en son temps. Donc, ce que je vais demander à nos jeunes sœurs, à nous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour ne pas aller adopter des comportements déplacés envers nos belles-mères, car elles sont toutefois nos mères. La maman de ton chéri, c'est ta maman. D'accord, merci. Alors, monsieur Harim, prononcez-vous sur la question. C'est d'abord qu'il faut commencer par corriger la mentalité. C'est-à-dire, même les jeunes filles aujourd'hui qui ne sont pas encore en âge de se marier, gardent déjà l'esprit que entre belle-mère et belle-fille, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le bon temps. Et déjà là, calqué dans l'esprit, c'est difficilement que ça va se faire. Alors que si déjà on peut commencer par corriger ça, pour dire que la belle-mère, c'est ta maman. Et tu dois quand même, tu lui dois respect. Et je pense que ces dérapages ou bien ces bémols ne viendront pas se prononcer dans le couple. Et maintenant, quand ça arrive, quand vous parlez d'impolitesse, je ne suis pas encore assez à ce niveau-là. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas forcément un comportement qui est déjà trop élevé, ou bien quelque chose qui est déjà trop grave qu'on peut traiter d'impolitesse. C'est parfois de simples choses. Et parce que affaire de belle-mère et de belle-fille, ce que vous appelez parfois de simples choses, je pense que il faut parce que nous sommes quand même nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et nos mères, nos parents sont sacrés. J'allais revenir pour dire que c'est ce que je voulais dire quand vous avez pris la parole. C'était pour dire que la réalité, et ce que toi, par exemple, en tant que marié, parce que c'est toi qui as aimé la femme avant de l'épouser, ce que toi tu peux, parce qu'on a dit que l'amour pardonne tout, et c'est ce que toi tu peux pardonner facilement. Figure-toi que dans les oreilles de ta maman, ça sonne autrement, et que c'est normal encore, parce que quoi, vous n'êtes pas de la même génération. Il y a un problème de génération. La génération de ta maman est passée, où il y a des choses qui sont des principes non négociables. D'accord? Et que la femme n'a pas le droit de rêver d'avoir peut-être ces comportements-là. Bien sûr. Voilà que c'est quelque chose que la génération en feuilleton a peut-être et que nous ne devons pas applaudir, qu'on n'encourage pas d'ailleurs, et quelque chose qu'on peut faire facilement et sans selon nous, c'est que c'est encore rien, alors que à côté d'un aîné, c'est que c'est quoi ça, ce n'est pas possible.
Ouais. Donc, il y a un problème de génération. Et je ne peux pas avoir... C'est vrai que les aînés sont souvent pris en otage quand on a des problèmes de couple. Mais là aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a un problème de génération. Et ce que tu vas dire à ta maman, si ça serait d'attiser le feu. Lorsque, par exemple, tu as un petit souci avec ta femme, mais tu vas en parler à ta maman. Et tu penses que c'est pour régler le problème. C'est pas tout le temps cela, parce que le problème de génération est là. Et puis, ça casse beaucoup de couples. D'accord, mais Harim, il y a des belles-mères, peu importe ce que la belle-fille fait, quoi qu'en soit ce que la belle-fille fait, genre, elle n'aime pas la belle-fille, vous voyez. Donc, à chaque fois quand la belle-fille fait quelque chose, elle en veut à la belle-fille, fait tout possible pour pouvoir la détruire face à son mari. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je le disais déjà, j'ai dit tout à l'heure que ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes mis ensemble. D'accord. Tout part de là. Et en secondo, le deuxième point, c'est ton comportement. Parce qu'on dit que c'est la beauté d'une jeune fille qui fait qu'on l'appelle pour la courtiser, mais c'est son caractère qui fait le reste. D'accord? Donc il y a également le côté comportement. Vous voyez? Et je pense que cette catégorie de belles-mères aussi là, et qui sont là pour tenir l'image de la belle-fille, je pense que elle doit arrêter aussi ça, parce que... Ok. Lorinda, et maintenant face à cette situation, comment doit réagir le père de la famille pour ne pas faire deux fois deux mesures? Tu veux parler du mari en question? Oui, du mari. En tout cas, ce que je vais dire aux hommes, c'est quoi? C'est pas tout on dit à sa famille. C'est pas tout. C'est pas parce que ta chérie t'a giflé. Giflé, c'est déjà trop parti, Habib. Toi aussi. C'est trop parti. Toi aussi. Comment peut gifler son homme? Ça se passe, non? Ça se passe, mais c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Voilà. Peut-être elle n'a pas envie de cuisiner aujourd'hui. Tu appelles ta maman. Maman, je suis rentrée maintenant. J'ai pas vu trouver à manger. Maman, elle n'a pas repassé mes habits. Tout le temps, c'est maman. C'est quoi? C'est pas tout dire à sa famille. Mais lorsque vous persistez, maman, la belle-fille, on lui dit... ma chérie, repasse mes habits, fais ci, cuisine à temps et tout. Et vous faites 1 an de couple, 2 ans de couple et ça persiste. Tu veux que, même si le garçon, le mari n'en parle pas, un jour, la belle-mère sera témoin, voilà, des faits là. Et c'est là que, c'est comme ça que les choses commencent. Oui, Habib, tu sais, quand on dit souvent que l'amour pardonne tout et l'amour supporte tout. Même si la maman remarque une chose du genre, elle n'a pas le droit de compter sa belle-fille. Ah, elle t'a fait quoi? Peut-être elle peut appeler son enfant. Il lui fait part de la situation. C'est mais il revient maintenant au mari d'appeler sa femme et lui dit, ah, peut-être que tu fais d'habitude, je te reprochais là. Voilà, tu as fait devant ma maman, elle a su ça, maintenant elle vient de m'en parler. Et il revient à la belle-fille en question de se ressaisir. Mais cela ne voudra pas dire que la belle-mère va s'enflammer et dire, toi viens ici, pourquoi tu fais ça? Non. Bon, d'accord. Ta belle-fille, c'est ta fille, mais il faudrait que tu la respectes aussi un peu. Oui. D'accord, Harim, la vie de couple. Harim, un instant. Oui. Dans le cas où la belle-mère constate un comportement qui n'est pas recommandé dans le couple et qui vient de sa belle-fille, est-ce qu'elle est en droit d'appeler cette dernière-là à revoir son comportement? Est-ce qu'elle est en droit? Je crois que oui, mais tout dépend aussi de la relation, de comment le courant se passe entre elles. Tout dépend de cela. Ce que je voudrais dire, c'est que la vie de couple, c'est un apprentissage. Et entre les deux mariés, Victor Hugo l'a dit, d'accord, que le mariage, c'est une nouvelle école où la femme doit éduquer son homme, et l'homme également éduque la femme. Parce que nous venons de différents horizons, n'ont pas reçu la même éducation. Peut-être que ce qui est fait chez toi et acceptable chez toi ne l'est pas chez moi. Par exemple, maintenant, lorsque nous venons ensemble, il faut avoir des compromis. La vie est faite de compromis. Il faut avoir des compromis de consensus, on doit s'entendre. Alors, maintenant, et dans ces conditions, je dis que, j'ajoute, pour dire que la vie de couple, c'est comme une salle de classe où l'on apprend avec son épouse. C'est comme des élèves et le professeur
et ses apprenants. Et vous allez constater que les surveillants ne sont pas dans la même classe, ne sont pas dans la classe quand l'enseignant est là en train de dispenser son cours. Ouais, d'accord? Donc, qu'on laisse les deux mariés faire le jeu. D'accord? Ils n'ont qu'à s'apprendre. Ils n'ont qu'à s'éduquer. D'accord? S'il faut qu'ils se battent, ils n'ont qu'à se battre. Là. Et ils vont finir par trouver les terrains d'entente, par avoir les compromis, et ça va se faire. Mais chaque fois, si les parents interviennent dans le couple, quand est-ce que vous allez, et ça marchera? Parce que de tous les côtés, les gens vont toujours tirer le drap de leur côté, à leur niveau. C'est-à-dire, l'enfant, quel que soit l'impolitesse d'une fille, d'une belle fille, vous pensez que quand ça va dans les oreilles de sa maman va entendre ça de ces oreilles-là, ce n'est pas d'accord. Donc, le couple, c'est comme une salle de classe. Laissez le professeur, l'enseignant et ses apprenants faire leur cours et la surveillance est pour après. Oui. Excusez-moi, Madame Lorinda, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir avoir une bonne entente entre belle-mère et belle-fille? Très rapidement. Quelles sont les mesures? Pourquoi? Faudrait pas que les deux vivent dans la même maison. D'accord. Faudrait que les deux vivent séparément et loin même. Oui. D'accord. Pour une bonne entente. Et entente. vous, Harim? Oui, on revient à la définition traditionnelle du mariage. C'est dans les parents. Et on est ensemble, les mariés seuls, à se construire. On construit leur nid d'amour, le rester là, faire des enfants également. Et ils vont fonder leur famille. Qu'on n'occasionne pas des circonstances pour finir après mal parler de la belle fille, parce que il y en a partout. Même c'est partout. C'est partout, oui, c'est partout. Donc qu'on commence par corriger, je l'avais dit, corriger la mentalité et savoir que entre belle fille et belle mère, ça peut s'entendre. Ça dépend de comment on prend les. Merci à vous. Merci à vous, Lorinda Aïdasso. Merci à vous, Harim Lassisi. Merci également à notre chroniqueuse, Kadi. Merci beaucoup d'avoir initié ce plateau. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est déjà la fin de Eco 5, le numéro 2 de cette semaine. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut. À...